Les pancartes étaient prêtes et placées près de l'entrée principale. Après avoir passé la majeure partie des 2 derniers jours à les perfectionner, maintenant venait la partie difficile. En montant les escaliers vers la chambre principale, j'ai rapidement défait le lit, retiré le matelas du cadre Queen Size, et l'ai à moitié soulevé, à moitié glissé en bas des escaliers, à travers le couloir, par la porte d'entrée, jusqu'à la pelouse près de la rue, de retour à l'intérieur. J'ai jeté les lattes et les draps en bas, les suivant dehors et les ajoutant au tas à côté du matelas. Après un autre voyage à l'étage, j'ai démonté les rails latéraux et les ai rapidement transportés dehors. En regardant ma montre, j'ai noté qu'il était 16h22. Le temps pressait. Je devais terminer avant 17h. Remonter le lit m'a pris jusqu'à 16h25. Ensuite, ce fut le tour de la table de cuisine. Assez légère pour que je la manipule seule, je l'ai inclinée pour passer la porte et l'ai placée à côté du lit dans le jardin. Le dernier élément était le tapis de 1. Il met par 2. 4 mètres dans le salon. Après l'avoir roulé, je l'ai rejoint aux autres objets dans le jardin. J'ai érigé les pancartes et j'ai observé l'heure avec fierté, 16h55. Seulement 10 minutes avant le retour de ma femme. En me plaçant au milieu de la rue, j'ai contemplé mon œuvre. C'était un spectacle à voir. Presque assez pour me tirer une larme. Notre lit conjugal, la table de cuisine et le tapis. 3 endroits que je savais avoir été utilisés à répétition par ma femme et son amant au cours des 6 derniers mois. Les pancartes, parfaitement placées et hors de portée, complétaient la scène. Je me suis approché de chaque meuble et j'ai lu à haute voix la grande pancarte devant chacun. Ces objets sont à prendre, gratuites. Ils ne sont plus désirés dans cette maison. Si vous pouvez supporter l'odeur de l'infidélité et des vœux brisés, servez-vous. La pancarte au-dessus du lit détaillait l'infidélité de ma femme, précisant ses rencontres régulières avec son amant au cours des 6 derniers mois. Au-dessus de la table de cuisine, une autre pancarte relatait leurs activités, généralement juste avant qu'elles me servent le dîner. Sur le tapis, une pancarte indiquait leur préférence pour cet endroit. Chaque pancarte était ornée d'une photo de 43 cm par 65 cm du couple adultère en action. Derrière la table, une 5e pancarte révélait l'identité de l'amant de ma femme, Greg Allen, son patron chez Mitchell Price et Allen Realty, marié avec 3 enfants. Il ignorait les actions de sa femme, mais pas pour longtemps. Il était 16h37, juste à temps. Elle serait là d'une minute à l'autre. En me tournant pour évaluer la foule grandissante de voisins et le nombre croissant de voitures arrêtées, certains passants appelaient des amis ou la police. J'ai nonchalamment salué la foule et me suis retiré dans la maison, fermant la porte derrière moi à 17h précise. La voiture de ma femme a tourné au coin de la rue. En observant l'agitation près de notre maison, elle a ralenti, son regard fixé sur le spectacle qui se déroulait sur notre pelouse. Je l'imaginais se concentrant sur les meubles et les pancartes, en particulier sur les grandes photos d'elle et de Greg Allen engagés dans leurs activités illicites, leurs expressions capturées dans des moments de désir et de plaisir. Même avec la vitre de sa voiture entre nous, au milieu de la foule de 40 ou 50 spectateurs, j'ai entendu son cri désespéré. Non, mon Dieu, non. Enfin, son regard s'est déplacé des pancartes vers la fenêtre de notre maison, où elle m'a repéré. Nos regards se sont croisés. Elle semblait dévastée, son teint de blême. Des larmes coulaient sur ses joues. On aurait dit qu'elle me questionnait, reflétant ma propre perplexité. Je l'ai observée un moment avant de me détourner. Fermant le rideau derrière moi, peut-être est-il temps maintenant de raconter comment ma femme, Chérie, et moi en sommes arrivés à cette situation tragique. Je m'appelle Jack Mayer. J'ai rencontré Chérie pendant notre 3e année à l'université, présentée par un ami commun. Instantanément, j'ai été captivé. Chérie n'était pas conventionnellement belle, mais elle avait un charme irrésistible, mesurant 1. Avec des yeux bleus saisissants et des cheveux blonds mi-longs. Elle avait une silhouette petite mais parfaitement proportionnée qui m'enchantait. Dès cet instant, j'étais épris, ne doutant jamais de ma capacité à conquérir son cœur. Chérie et moi avons commencé à sortir ensemble, devenant rapidement inséparables. En une mois, nous avons partagé notre premier moment d'intimité, une expérience unique. J'étais consumé par mon amour pour Chérie, incapable de me lasser d'elle. Bien que nous ne fussions pas novices,
Notre passion l'un pour l'autre était dévorante. Chaque moment ensemble était béat, chaque toucher électrique. Notre amour s'est approfondi au fil des années. Après avoir obtenu notre diplôme, nous nous sommes mariés et installés dans notre premier logement, un condo à Van Nuys. Chérie a poursuivi une carrière dans l'immobilier tandis que je trouvais du travail dans la fabrication électronique. Nous avons construit une vie ensemble que je croyais parfaite. Pendant les 13 années suivantes, nous avons partagé une existence idyllique, d'abord dans notre condo, puis dans la maison de nos rêves à mesure que nos finances s'amélioraient. Nous avons accueilli nos enfants, Shelby, maintenant âgé de 8 ans, et Ryan, maintenant âgé de 6 ans, que nous adorions au-delà de toute mesure. Notre famille était notre monde. Alors, que s'est-il passé? J'aimerais avoir les réponses. J'aimerais avoir remarqué les signes subtils indiquant que quelque chose n'allait pas. Mais j'étais inconscient, vivant dans une bulle d'amour et de confiance. Il a fallu un événement inattendu. Notre fille Shelby tombant malade à l'école pour découvrir la vérité. C'était un jeudi quand j'ai reçu l'appel de l'infirmière scolaire juste avant midi, m'informant de la maladie de Shelby, au milieu d'une réunion d'équipe. J'ai demandé à l'infirmière de contacter ma femme. Malgré les tentatives pour la joindre à son bureau et sur son portable, elle était injoignable. Alors, l'infirmière m'a appelé. Reconnaissant l'urgence de récupérer ma fille, je me suis excusé auprès de mon équipe et me suis précipité à l'école de Shelby pour la récupérer. En arrivant chez moi, en ouvrant le garage, j'ai été surpris par une voiture inconnue garée à ma place à côté de celle de ma femme. Instantanément, un nœud s'est formé dans ma gorge et mon estomac s'est retourné. Non, ça ne pouvait pas être, me suis-je rassuré. Ma femme, la femme que je chérissais par-dessus tout, ne pouvait pas avoir une liaison. Mais pourquoi y avait-il une voiture étrange dans le garage avec la porte fermée? Quelque chose n'allait pas, et j'avais besoin de réponses. Je ne pouvais pas exposer ma fille à cette incertitude. J'ai demandé à Shelby de rester dans la voiture un moment, expliquant que l'exterminateur pulvérisait contre les insectes et que les vapeurs pourraient aggraver son état. C'était la première fois que je lui mentais. Shelby s'est plainte d'être fatiguée et de vouloir rentrer. Mais je l'ai rassurée en disant que je vérifierais d'abord avant de venir la chercher. Plus tard, Shelby m'a demandé ce qui se passait, et je l'ai rassurée en disant que tout allait bien, attribuant mon malaise à l'odeur dans la maison. J'ai laissé Shelby chez sa grand-mère, promettant de revenir, la chercher dans quelques heures. Je n'ai pas révélé ce que j'avais vu, demandant simplement à ma mère de s'occuper de Shelby jusqu'à ce que je revienne du travail. Bien que tenté de rentrer chez moi et de confronter le duo infidèle, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus qu'une simple confrontation. Je désirais me venger. En retournant à mon bureau, j'ai commencé à élaborer des plans qui ruineraient ma femme et son patron indéfiniment. L'entreprise d'électronique où je travaillais avait plusieurs divisions. En tant qu'ingénieur senior dans la division des équipements médicaux, nous partagions un grand complexe avec une autre division spécialisée dans les équipements de sécurité commerciale. En arrivant à mon bureau, j'ai demandé à ma secrétaire de s'assurer que je ne sois pas dérangé pour le reste de l'après-midi. Puis j'ai appelé mon homologue dans la division de sécurité, Dan Taylor, un excellent ingénieur et ami de longue date, a accepté de me rencontrer rapidement. Il a mentionné qu'il venait déjà de mon côté pour déposer des plans à copier. J'ai informé ma secrétaire que Dan pouvait entrer dans mon bureau dès son arrivée. Fidèle à sa parole, Dan a frappé à ma porte seulement 20 minutes plus tard. Je lui ai demandé d'entrer et de fermer la porte. Notant que j'avais besoin de son aide, Dan a remarqué que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme, ce à quoi j'ai répondu en racontant la découverte choquante que j'avais faite plus tôt. Je lui ai expliqué que j'avais surpris ma femme et son patron ayant une liaison dans notre maison, spécifiquement dans notre chambre. Malgré l'incrédulité, je lui ai assuré que c'était vrai, détaillant comment je les avais trouvés ensemble en rentrant chercher ma fille à l'école. J'ai évité de les confronter à ce moment-là, priorisant le bien-être de ma fille, en la faisant attendre dans la voiture pendant que je partais discrètement et l'emmenais chez ma mère. Dan a exprimé sa sympathie et m'a demandé quel était mon plan. J'ai admis mon incertitude, mais souligné le besoin de preuves, mentionnant mon intention de recueillir des enregistrements audio et vidéo de leur rencontre. J'ai sollicité l'aide de Dan pour acquérir des caméras de sécurité et des microphones à placer discrètement dans la maison. Dan a questionné la certitude d'une prochaine fois, suggérant que l'incident pouvait être isolé, mais j'ai écarté cette possibilité.
citant des conversations entre ma femme et son patron sur des rendez-vous réguliers au cours des 6 derniers mois. J'ai expliqué mon raisonnement, notant l'absence d'autres lieux et la commodité de ma maison vide pendant les heures de travail. Après quelques minutes de discussion supplémentaires, nous sommes entrés dans les détails. Dan a mentionné avoir accès à une nouvelle ligne bêta de caméras et microphones miniatures sans fil compatible avec mon ordinateur portable ou mon ordinateur domestique. De plus, il avait un petit enregistreur vocal activé par la voix que je pouvais placer discrètement sous le siège de la voiture de Chérie pour capturer toutes les conversations qu'elle pourrait avoir en conduisant. Cela n'enregistrerait que sa partie de la conversation, mais c'était mieux que rien. J'ai exprimé ma gratitude et lui ai dit que je récupérerais tout à son bureau le lendemain. Rentrer chez moi ce soir-là a été la tâche la plus difficile que j'ai jamais affrontée. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire face à ma femme et prétendre que rien ne s'était passé. J'ai décidé que la meilleure solution était de faire croire à Chérie que je ne me sentais pas bien, ce qui était vrai. J'ai récupéré Shelby chez ma mère, et en arrivant à la maison, Chérie préparait le dîner dans la cuisine. En voyant Shelby avec moi, elle est devenue frénétique. Je l'ai interrogée sur ses allées et venues, et pourquoi elle ne m'avait pas informé de la maladie de Shelby, mentionnant que j'avais reçu un message de l'infirmière scolaire sur le répondeur. Chérie a expliqué qu'elle avait dû éteindre accidentellement son téléphone en montrant des maisons et qu'elle avait été occupée toute la journée. Je ne pouvais m'empêcher de penser cyniquement qu'elle était probablement préoccupée par sa liaison avec son patron plutôt que de s'occuper de notre fille. Malgré cela, Chérie a serré Shelby dans ses bras et s'est excusée avant de l'aider à se coucher. J'ai reconnu que, malgré ses défauts, ma femme aimait nos enfants, et il semblait que j'étais l'obstacle à son bonheur. Chérie est ensuite retournée à la cuisine pour préparer une soupe pour Shelby et finir le dîner pour le reste d'entre nous. Me sentant mal moi-même, j'ai informé Chérie que je dormirais dans la chambre d'amis ce soir-là. Au cas où je serais contagieux, elle a noté que je semblais moite et pâle, silencieusement. J'ai reconnu l'ironie de me sentir mal après avoir découvert la liaison de ma femme. Sans répondre, je suis monté à l'étage, redoutant initialement d'entrer dans la suite principale mais ayant besoin de mes affaires de toilette, de ma brosse à dents et de mes vêtements de travail pour le lendemain. Alors, je me suis forcé à entrer dans la pièce. Une fenêtre était ouverte et l'odeur de l'amour avait disparu. Le lit était soigneusement fait. Elle avait dû changer les draps. Cela me faisait mal de le regarder. Tout ce que je pouvais imaginer, c'était son patron faisant l'amour avec elle, murmurant des mots doux sur le fait de lui appartenir pour toujours. La colère montait en moi, mais je l'ai réprimée. Je devais rester calme jusqu'à ce que je puisse déchaîner le chaos sur eux deux. Et je le ferai. Cela était certain. J'ai rassemblé mes affaires nécessaires et me suis retiré dans la chambre d'amis. Fermant la porte derrière moi, je me suis déshabillé jusqu'à mes sous-vêtements et me suis glissé dans le lit. Mon corps semblait rigide. J'avais envie de pleurer, mais j'ai étouffé cette envie. J'avais une mission à accomplir, et je ne pouvais pas laisser les émotions interférer. Pendant des heures, je suis resté dans l'obscurité, le sommeil m'évitant. Après s'être occupé des enfants et les avoir mis au lit, ma femme est entrée dans la pièce. J'ai fait semblant de dormir. Elle a posé sa paume sur mon front avant de quitter la pièce, fermant la porte derrière elle. Chérie s'occupait généralement d'emmener les enfants à l'école, donc je me suis levé tôt, douché, et j'ai quitté la maison avant qu'elle ne se réveille. Cela lui a probablement semblé étrange, mais je pouvais simplement l'attribuer au besoin de rattraper le temps perdu d'hier quand je me sentais mal. Franchement, je me fichais de son opinion à ce stade. Je voulais juste être libre. Libre de quoi? Jusqu'à hier, je croyais que c'était un mariage heureux fondé sur une loyauté, une honnêteté et un engagement à vie. Comme j'avais douloureusement tort, en arrivant au travail avant le reste du personnel, j'ai préparé une cafetière et commencé à planifier mes stratégies. J'ai réalisé que je devais annuler nos cartes de crédit communes, transférer la moitié de nos comptes joints vers une banque séparée à mon seul nom, modifier mon testament, l'assurance vie et les bénéficiaires de mon 401K, en retirant Chérie et en nommant uniquement Shelby et Ryan. Cela semblait être un effort si trivial pour dissoudre les 13 dernières années de ma vie. Cela aurait dû être plus difficile. Au fond, je soupçonnais que cela deviendrait plus dur à un moment donné. Je comprenais aussi
la nécessité de trouver un avocat compétent en divorce pour me protéger d'une éventuelle exploitation de Chéri. Étant dans un état sans faute, l'infidélité n'affecterait pas significativement le règlement financier, mais cela pourrait aider à conserver la garde de mes enfants. Chéri avait démontré mon insignifiance dans sa vie, mais elle était une mère dévouée, et je ne voulais pas la priver de ses enfants. Je cherchais simplement une garde conjointe pour m'assurer de rester une présence vitale dans leur vie. Je luttais pour réprimer les pensées de notre vie amoureuse et l'humiliation d'entendre ma femme louer la supériorité de son amant sur moi à tous égards. Si je me laissais y penser maintenant, je commencerais à douter de moi. Ce que je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là, ce règlement de compte viendrait plus tard. Et quand il arriverait, il me dévasterait probablement. Avec ma liste de tâches terminée, j'ai appelé le bureau de Dan. Il m'a assuré que tout serait prêt à midi et a proposé de m'aider à installer et utiliser l'équipement. En essayant de me concentrer sur le nettoyage de la paperasse sur mon bureau, j'ai remarqué l'appel de Chéri sur mon portable. Malgré son ton habituellement affectueux, sa voix ne faisait qu'alimenter ma colère cette fois. Chéri a exprimé son inquiétude pour mon bien-être, mentionnant qu'elle n'avait pas pu vérifier comment j'allais avant que je parte ce matin-là. J'ai répondu vaguement, disant que j'avais besoin de me vider la tête. Elle a suggéré une idée pour me faire sentir mieux ce soir-là. Mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de ressentir du ressentiment et de me sentir trompé par ses mensonges. Cependant, j'ai gardé ma réponse neutre, indiquant que nous verrions. Chéri a commenté mon apparente manque d'intérêt, à quoi j'ai répondu que j'étais préoccupé plutôt que désintéressé. Nous avons convenu de nous retrouver à la maison à 18h, et elle m'a rassuré qu'elle serait au bureau toute la journée si j'avais besoin de la joindre. J'ai appelé Don, qui a confirmé que tout était prêt, me demandant de le rejoindre à l'entrée du quai de chargement. Nous avons chargé tout l'équipement dans la camionnette de Don, et en travaillant ensemble à l'installation. Tout était configuré et testé à 15h30. Ensuite, nous avons installé le logiciel sur mon PC de bureau à domicile et configuré un dossier sécurisé pour collecter et stocker tout ce que les caméras et microphones capturaient. Nous avons stratégiquement placé des micros dans le salon, la cuisine, la chambre d'amis, et notamment la suite principale, en veillant à ce que cette dernière ait 4 caméras pour capturer presque toutes les activités. Par mesure supplémentaire, nous avons installé une caméra et un microphone dans la salle de bain principale, au cas où le couple déciderait de prendre une douche ensemble après leur rencontre. Le système était activé par le mouvement, les caméras déclenchant les microphones. J'étais prêt. Cette nuit-là fut exceptionnellement difficile pour moi. Après le dîner et une fois les enfants endormis, j'ai suivi ma femme dans notre chambre. Je me suis détourné d'elle et j'ai fait semblant de m'endormir. Chéri a remarqué le changement dans notre routine habituelle et m'a demandé si tout allait bien. J'ai exprimé quelques insécurités quant à savoir si j'étais assez pour elle, à quoi elle m'a rassuré que j'étais plus que suffisant et qu'elle ne supporterait pas qu'il m'arrive quelque chose. Elle a souligné que j'étais son amant parfait. Malgré ses rassurances, je suis resté distant et j'ai écarté son inquiétude. Disant que rien ne me dérangeait, j'ai feint l'épuisement, fermé les yeux et tenté de dormir. Plus tard, j'ai entendu Chéri pleurer doucement. Je n'avais aucune sympathie pour elle, mais je me demandais si ces larmes provenaient de la honte de ses actions ou du sentiment d'être maltraité par moi encore une fois. Je me suis levé avant elle et j'ai saisi l'occasion de placer l'enregistreur vocal sous le siège de sa voiture. J'ai également examiné les enregistrements vidéo et audio de l'équipement installé, confirmant que tout de la nuit précédente était clairement capturé, même dans les conditions de faible luminosité de notre chambre. Initialement, Chéri était un peu brusque, mentionnant que j'avais dit des choses blessantes la veille. Puis, elle m'a donné un rapide baiser sur la joue, et son comportement est passé à joyeux. Peut-être était-ce dû à ses plans de l'après-midi avec son patron. Je lui ai versé une tasse de café et lui ai dit que je serais enfermé dans mon bureau toute la journée. Elle a mentionné devoir montrer plusieurs maisons cet après-midi et a exprimé sa confiance en réalisant une vente importante, mais a assuré qu'elle pourrait récupérer Shelby et Ryan après l'école. Avec un baiser sur sa joue, je me suis dirigé vers la porte du garage. Chéri m'a rappelé que j'avais oublié de dire « Je t'aime ». Elle a souligné à quel point il était important pour elle d'entendre ces mots de ma part tous les matins. Je me suis excusé, expliquant que j'avais beaucoup à l'esprit. Mais Chéri
à insister sur l'importance de ces mots pour elle. J'ai promis de ne pas oublier à l'avenir. Et sur ce, je suis parti. Ouais. Je dirai à une fille combien je l'aime si et quand je trouverai une autre fille en qui je pourrai suffisamment faire confiance pour tomber amoureux. Les informations que Chérie a fournies sur la présentation de maison tout l'après-midi m'ont fait penser qu'elle serait probablement avec son véritable amour. Je l'espérais. J'étais fatigué des jeux et je voulais que cette épreuve soit terminée. J'ai passé la matinée à travailler dans mon bureau, mais je regardais constamment ma montre. Enfin, à midi, j'ai dit à ma secrétaire que je serais absent quelques heures et j'ai mis mon plan en marche. J'ai emprunté une camionnette de l'entreprise et me suis garé en face de ma maison, attendant de voir ce qui se passerait. Ce n'est qu'à presque 13 heures que j'ai vu la voiture de Chérie arriver, ouvrir la porte du garage et se garer à sa place habituelle. Quand elle est entrée dans la maison sans fermer le garage, j'ai pensé qu'elle allait soit repartir, soit attendre quelqu'un. 10 minutes plus tard, j'ai réalisé qu'elle attendait quelqu'un, car la même voiture que le jour où je les avais surpris s'est garée dans le garage, prenant ma place, tout comme il avait pris ma place dans la vie de ma femme. Je l'ai vu sortir de la voiture et la porte du garage s'est fermée. Il faut leur accorder ça. Ils avaient le culot de se rencontrer dans ma maison, dans mon lit, pour mener leur liaison. Cela prouvait simplement qu'ils pensaient ne pas se faire prendre ou s'en ficher. Eh bien, ils découvriraient bientôt qu'ils avaient tort. Ils étaient pris. Et je m'assurerai qu'ils s'en soucient avec cette preuve finale de l'infidélité de ma femme. Et sachant que j'aurai bientôt toutes les preuves visuelles nécessaires de leur liaison, j'ai enfin laissé couler les larmes. Pendant 13 ans, j'étais convaincu que ma femme aimante ne me tromperait jamais, tout comme je ne la tromperais jamais. Avec les larmes venaient les doutes. Était-il un meilleur amant? Peut-être plus beau, mais aucun de nous n'était exceptionnel. Pourquoi risquer nos mariages? Je voulais désespérément les confronter. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela accomplirait? Je les attraperais. Mais je l'avais déjà fait une fois. Me sentirais-je mieux en confrontant son amant? Oui, mais je finirais probablement en prison. À ce stade, aucun d'eux n'en valait la peine. Ma seule inquiétude était l'impact que cela aurait sur mes enfants et les siens, car j'étais prêt à le confronter, tout comme il m'avait confronté. À 14h30, il devait avoir terminé, car la porte du garage s'est ouverte et il est parti 15 minutes plus tard. Ma femme a fait de même, fermant la porte du garage derrière elle. Je savais qu'elle rentrerait à la maison avec les enfants d'ici 15h30. Alors j'ai rapidement garé dans le garage et me suis dirigé vers mon bureau à domicile. Je ne voulais pas examiner toutes les images, juste m'assurer que les preuves étaient en sécurité sur mon disque dur. Après 10 minutes, j'en avais assez. Ce n'était pas une rediffusion exacte de leur rencontre précédente, mais c'était explicite. Ils ont commencé par faire l'amour sur la table de cuisine où je mange. Ils ont plaisanté sur le nombre de fois où ils se demandaient si je réaliserais un jour que je dînais là où il avait été intime avec elle si souvent. Puis, ils sont passés à notre chambre, bien que pas avant que son amant ne suggère d'utiliser la chambre de ma fille pour changer de décor. Ma femme a catégoriquement refusé, déclarant qu'il était hors de question d'impliquer les chambres des enfants. Au moins, elle semblait avoir quelques principes, juste pas en ce qui me concerne. Dans la chambre, ils ont repris leurs activités. J'ai remarqué qu'aucun d'eux n'exprimait d'amour. Mais ma femme continuait de louer son patron comme le meilleur amant qu'elle ait jamais eu. Cependant, je ne comprenais pas pourquoi ils se sont ensuite déplacés sur le tapis près de la cheminée du salon, où ils se sont engagés une fois de plus, une fois terminés. J'ai trouvé étrange qu'elle ne se soit pas donné la peine de changer les draps, supposant qu'elle le ferait en rentrant avec les enfants à 15h30. Cela lui donnait amplement le temps d'aérer la pièce et de supprimer toute preuve, puisque je rentrais rarement à la maison avant 18h et que j'avais sécurisé les preuves dont j'avais besoin sur mon disque dur. J'ai éteint le système et quitté la maison sans vérifier le désordre présumé sur notre lit conjugal. J'en avais vu assez, et bien que mon cœur se soit endurci contre ma femme, je me sentais toujours malade à l'intérieur. Une maladie bientôt remplacée par une colère brûlante et une haine. J'ai peut-être même souri, sachant l'enfer que j'étais sur le point de déchaîner sur leurs têtes infidèles. De retour au travail. J'ai briefé Don surtout. Comme moi, il ne pouvait pas comprendre comment une femme supposément aimante comme Chérie pouvait faire ce qui était maintenant clair. Non seulement elle a brisé nos vœux sacrés,
mais elle s'est aussi donné du mal pour m'humilier auprès de son amant, affirmant toujours sa supériorité. Toutes ces pensées ont plongé mon âme dans un abîme profond de douleur et de désespoir, dont je savais que je devais émerger pour accomplir ma tâche de les détruire tous les deux. J'avais besoin de trouver un bon avocat de divorce. Et Dan a suggéré de contacter le cabinet d'avocats utilisé par l'entreprise pour des recommandations. J'ai parlé à un avocat d'entreprise là-bas, qui m'a donné 3 noms d'avocats de divorce, connus pour protéger les droits des maris. Le premier prenait sa retraite et n'acceptait pas de nouveaux clients. Mais le second a accepté de me rencontrer le lendemain après-midi à 15 heures. Cela réglé. J'ai résolu de m'occuper d'annuler les cartes de crédit, de changer les bénéficiaires et de transférer les fonds le lendemain matin. En rentrant chez moi ce soir-là, Chérie était dans la cuisine en train de préparer le dîner pendant que les enfants faisaient leurs devoirs dans leur chambre. Elle portait une robe d'été jaune et était magnifique. Pendant un moment, j'ai pensé que mon cœur se briserait à nouveau. Elle souriait et semblait si heureuse, j'ai supposé que c'était son humeur habituelle après un délice d'après-midi. Elle m'a accueilli et m'a demandé comment s'était passée ma journée, mentionnant que la sienne était géniale grâce à une vente réalisée. J'ai répondu avec un intérêt modéré, conscient de la raison de son bonheur. J'ai demandé si quelque chose d'autre de notable s'était passé ce jour-là, ou si elle avait rencontré des gens intéressants, ce qu'elle a nié, disant qu'elle était concentrée sur le travail pour rentrer chez sa famille. Malgré ses rassurances, je ne pouvais pas me débarrasser du soupçon de sa liaison en montant à l'étage pour me changer. En me changeant, j'ai remarqué que les draps avaient été remplacés et la pièce aérée. En retournant à la cuisine, j'ai mentionné l'eau sur le sol de la douche et demandé si elle s'était douchée cet après-midi. Elle a semblé surprise et a nié, suggérant un possible drain bouché. J'ai spéculé sur la possibilité que quelqu'un se soit introduit dans la maison pour un rendez-vous et se soit douché après, ce qui semblait trop troublant. Elle a essayé de le balayer avec humour. Au fur et à mesure que le dîner avançait, la conversation était minimale. J'ai surpris Chérie en échangeant de place avec elle, ce qui l'a poussée à questionner le changement. J'ai expliqué cela comme un désir de changement de décor. Elle semblait perplexe et mangeait peu, principalement en déplaçant la nourriture dans son assiette. Pendant le dîner, les enfants parlaient de leur journée, mais Chérie et moi écoutions principalement, faisant des commentaires occasionnels. Après que nous ayons tous aidé à nettoyer la vaisselle, je suis retourné dans mon bureau pour travailler sur mon projet. J'ai examiné les images de ce jour-là et sélectionné des images fixes appropriées à transformer en photographie, que j'ai téléchargées dans un fichier photo pour l'impression. Ensuite, j'ai soigneusement rédigé le texte pour les pancartes que je créerai avec les photographies. Il ne restait plus qu'à rendre visite à mon avocat pour entamer le divorce, mettre mes finances en ordre et attendre la prochaine visite de ma femme et de son amant. Quand je suis enfin allé me coucher ce soir-là, Chérie dormait déjà, ou du moins faisait semblant. J'étais assez certain que mes actions ce soir-là lui avaient donné matière à réfléchir. Peu importait, rien de ce qu'elle pouvait dire ou faire ne changerait mon avis sur le divorce pour son infidélité. Et il y avait une petite lueur d'espoir dans le fait que je pense avoir réussi à la rendre au moins quelque peu mal à l'aise. Aujourd'hui était mardi, et elle avait mentionné réaliser une autre vente jeudi. Alors j'ai pris cela comme un signal qu'elle et son amant se rencontreraient ce jour-là. Ce serait aussi le jour où je les ferais tomber. Le lendemain matin, je me suis levé tôt à nouveau, douché, et parti avant que Chérie ne se réveille. J'avais beaucoup à accomplir, et je voulais consacrer autant de temps que possible pour le faire. Mon rendez-vous avec l'avocat n'était pas avant 15 heures, donc j'avais largement le temps de gérer toutes les affaires financières. D'abord, j'ai visité les ressources humaines, où j'ai changé le bénéficiaire de mon assurance vie et de mon 401K de Chérie à Shelby et Ryan. J'ai reçu des regards étranges de la femme qui m'assistait, mais je ne me sentais pas obligé d'expliquer mes actions à elle ou à quiconque. Ensuite, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit communes et obtenu de nouvelles à mon seul nom. Puis, je suis allé à la banque, où j'ai transféré la moitié des fonds de nos comptes chèques et d'épargne conjoint vers une autre banque à mon nom. Je savais que je devais m'occuper de notre maison, mais je présumais que les tribunaux permettraient à Chérie d'y rester avec les enfants. Donc, j'ai reporté l'action à ce sujet, jusqu'à ce que je consulte mon avocat. À 15 heures, j'ai rencontré mon avocat, le trouvant assez agréable. Il m'a averti que, étant dans un état sans faute, Chérie obtiendrait probablement la garde de Shelby et Ryan, et je perdrais la maison et la moitié de tout le reste
au profit de ma femme. Même avec la preuve de son infidélité, je lui ai donné des instructions sur la manière dont je voulais que la pétition soit rédigée. Et quand il a exprimé des doutes sur mes chances de prendre presque tout à Chéri, je l'ai rassuré. J'étais confiant de pouvoir la persuader d'accepter ce que je voulais. Il n'était pas ravi, mais il s'est plié à mes demandes, m'assurant qu'il aurait tout préparé pour qu'elle soit notifiée vendredi matin. J'ai également fait rédiger par lui des documents pour intenter une action contre son patron et son entreprise pour avoir intentionnellement détruit mon mariage. Ces documents seraient également prêts d'ici vendredi matin. J'étais prêt. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai gardé une attitude froide envers Chéri. Franchement, j'avais atteint mes limites et je voulais simplement que toute cette épreuve se termine pour que je puisse avancer dans ma vie. Je savais qu'il y avait encore beaucoup de douleur et de chagrin à venir, mais je reconnaissais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. De plus, je partagerais enfin l'angoisse et la misère avec ma femme infidèle et son amant méprisable. Après un dîner discret avec peu de conversation, je me suis retiré dans mon bureau, j'ai imprimé les photos des amants que je comptais utiliser et j'ai fabriqué les pancartes sans interruption. J'ai également trouvé le temps de rédiger une lettre à la femme de Greg Allen, joignant des impressions des grandes photos que je prévoyais d'utiliser sur les affiches, l'informant que j'avais beaucoup de preuves vidéo à lui fournir au cas où elle déciderait de divorcer de son mari. Comme je divorçais du mien. Peu après 23 heures, je suis allé dans notre chambre pour m'assurer que Chéri dormait, puis je me suis dirigé vers sa voiture. J'ai récupéré l'enregistreur vocal sous son siège, l'ai rembobiné, et j'ai écouté son contenu. J'ai entendu une partie d'une conversation qui semblait être avec Greg, l'appelant à exprimer sa gratitude pour leur temps ensemble cet après-midi et à mentionner que Greg lui manquait après qu'ils étaient ensemble. Ils ont discuté de l'idée de passer une semaine entière ensemble et ont fabriqué une histoire sur une convention immobilière à laquelle ils devaient assister. L'appelant a mentionné devoir accorder occasionnellement de l'attention à Jack pour le garder heureux, mais a exprimé le désir d'être exclusivement avec Greg. Ils ont confirmé les plans pour jeudi après-midi et ont mis fin à l'appel. J'ai été surpris de découvrir que ces mots ne me faisaient plus autant mal qu'auparavant. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour moi après tout. Elle ne réalisait pas à quel point elle appartiendrait bientôt uniquement à lui pour toujours. Et le fait de savoir que j'étais à un jour de démanteler leur vie confortable me remplissait d'une certaine satisfaction. La vengeance, je le réalisais, exerçait un pouvoir formidable. J'ai remplacé la cassette par une nouvelle, et j'ai remis l'enregistreur sous son siège, espérant qu'il capturerait des preuves de son angoisse le lendemain quand son monde s'écroulerait. J'ai à peine fermé l'œil cette nuit-là, pas parce que j'avais le cœur brisé, j'avais dépassé cela. Non, mon insomnie provenait de l'anticipation de tout ce que j'espérais voir se dérouler le lendemain. Pour la dernière fois, je me suis levé du lit. Pendant que Chéri continuait de dormir, je suis resté à regarder la femme qui avait été autrefois mon amour, la mère de mes enfants, la femme avec qui j'avais imaginé passer le reste de mes jours. Les larmes me sont montées aux yeux en réalisant que j'avais partagé mon lit avec elle pour la dernière fois. Jamais plus nos corps ne s'enlaceraient dans la passion. Jamais plus nous ne nous blottirions ou ne discuterions de notre avenir. Notre avenir n'existait pas. Et en me détournant d'elle et en partant, je me demandais si elle comprenait le prix qu'elle allait payer pour m'avoir trahi. Probablement pas, mais elle l'apprendrait bientôt. Après m'être douché, j'ai quitté la maison, me suis arrêté pour prendre le petit déjeuner dans un dîner. Puis je suis passé brièvement au travail pour informer ma secrétaire de mon absence pour la journée. J'ai appelé Dan et l'ai briefé sur les événements imminents. Il m'a souhaité bonne chance, m'a conseillé d'être prudent et m'a demandé de le tenir informé des développements. J'ai fait une brève visite au bureau de mon avocat pour m'assurer que tout était en ordre pour notifier ma femme et Greg Allen le lendemain. Ensuite, j'ai appelé ma femme pour organiser la récupération des enfants à l'école. Ma mère avait exprimé le désir de les avoir pour le long week-end puisqu'ils n'avaient pas école le vendredi. Ainsi, j'ai prévu de passer par la maison vers 15h45 pour rassembler quelques affaires et emmener les enfants directement chez maman. Elle a approuvé avec enthousiasme, suggérant même que nous passions la journée de samedi au lit ensemble, sur son ton le plus séducteur. J'ai accepté nonchalamment avant de mettre fin à l'appel. J'avais atteint un point où je ne pouvais plus tolérer ces tromperies. J'ai pris mon temps pour rentrer chez moi, à 12h30. J'étais garé à proximité.
attendant les événements imminents. Ma voiture était principalement dissimulée, mais j'avais une vue dégagée sur tout véhicule entrant dans mon allée. Je n'avais pas besoin de voir les mouvements de la porte du garage. Ma femme et son amant étaient, sinon prévisibles, et j'étais familier avec leur routine. À 12h50, la voiture de Sherry est entrée dans l'allée, suivie 5 minutes plus tard par celle de Greg Allen. Le piège était tendu, et j'étais prêt à les attraper. J'aurais dû ressentir de l'angoisse en sachant que ma femme et son patron prenaient du plaisir dans notre lit conjugal pendant que j'attendais au coin de la rue qu'il termine. Pourtant, elle avait perdu sa capacité à me faire souffrir. C'était étonnant à quel point je me sentais calme en imaginant les activités que je savais qu'ils faisaient ensemble. C'était presque comme se souvenir d'un film pour adultes à petit budget, manquant de substance mais avec une conclusion satisfaisante vers 14h50. J'ai observé la voiture d'Allen sortir de l'allée en marche arrière et partir. 10 minutes plus tard, Sherry a suivi. Parfait, en la voyant partir. Je l'ai observé appliquer du rouge à lèvres frais. Une fois qu'ils étaient hors de vue, je me suis garé dans mon garage et j'ai fermé la porte. Avec peu de temps à disposition, je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai examiné les images de la rencontre de cet après-midi. Tout était capturé, y compris les insultes blessantes sur sa supériorité au lit par rapport à moi. Cependant, cette fois, leurs mots ne m'affectaient pas. Après m'être assuré que les images étaient sécurisées sur mon disque dur, j'ai passé les 10 minutes suivantes à transporter mes pancartes artisanales, ornées de leurs photographies, à l'étage et à les positionner près de la porte d'entrée pour un accès facile. Puis, j'ai emballé des essentiels comme une brosse à dents et des vêtements pour Shelby et Ryan dans ma voiture. Le seul remords que je ressentais à propos de mes actions imminentes était pour la douleur que j'étais sur le point d'infliger à mes enfants bien-aimés. Pourtant, je trouvais du réconfort en sachant que je n'avais pas causé la douleur de la séparation de leurs parents. Cette responsabilité reposait uniquement sur les épaules de leur mère. Elle a choisi de s'engager dans une liaison prolongée, déchirant finalement notre famille. À 15h15, je suis allé à leur école et j'étais là quand la dernière cloche a sonné pour les récupérer. Je leur ai dit qu'ils passeraient le week-end avec grand-maman, ce qui les a ravis étant donné sa tendance à les gâter. 45 minutes plus tard, je les ai déposés et je suis rentré chez moi, prêt à mettre mon plan en action. Et ainsi, nous revenons là où nous avons commencé. Lit, table et tapis exposés sur la pelouse ornée de pancartes, observés par les voisins, attendant le retour de Sherry face à la terrible vérité que je savais tout. Ce soir-là, je m'attendais à avoir des nouvelles de Sherry, mais ce ne fut pas le cas. Il y a eu un appel tardif de son portable, mais quand j'ai répondu, seul le silence m'a accueilli. 1 heure après le départ de Sherry, la police m'a rendu visite. Bien que compréhensif, ils ont insisté pour que je retire les pancartes et les photographies pour éviter de troubler la paix et d'éventuelles accusations d'indécence publique. J'ai obtempéré. Elles avaient servi leur purpose, vuée par ma femme, et d'après l'expression sur son visage, avant que je ne me détourne. Je savais que sa vie avait commencé à sombrer dans le chaos. Ce soir-là, j'ai noyé mes chagrins dans une quantité substantielle de Maker's Mark et j'ai sombré dans un état d'ivresse. Le vendredi matin m'a accueilli avec une gueule de bois monstrueuse. Mais malgré cela, je me sentais puissant, bien que triste et seul. Je trouvais de la force en sachant que j'avais maîtrisé ma colère assez longtemps pour me venger de ma femme infidèle et de son amant. À midi, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de devant pour constater que le tapis, la table de cuisine et le lit avaient disparu, ne laissant que le matelas et les draps tachés derrière. Je m'en débarrasserai plus tard. La matinée s'est déroulée sans incident, mais à 15h, le chaos a éclaté. J'étais certain que la femme de Greg Adams avait reçu la lettre et les photographies ce matin-là. Et mon avocat m'avait informé que Sherry et Greg Adams, ainsi que ses partenaires, avaient été notifiés à leur lieu de travail. Il a raconté comment Sherry s'était effondrée en larmes en recevant la notification, tandis que Greg Adams l'ignorait, lançant des menaces contre moi. Ses partenaires se sont retirés derrière des portes closes pendant 15 minutes avant de réapparaître pour remettre à Sherry son dernier chèque et informer Greg que son partenariat était terminé. Quand il leur a dit qu'il refusait de leur vendre, ils ont cité la clause de moralité des statuts de leur entreprise concernant la fraternisation amoureuse avec le personnel.
Cette disposition leur donnait le pouvoir de couper tous les liens avec lui et sa maîtresse. Simultanément, la réceptionniste à l'accueil a relayé que sa femme était au téléphone, demandant urgemment à lui parler. Elle avait reçu une lettre et des photos que j'avais envoyées, lui disant de ne pas rentrer chez lui et l'informant de son intention de demander le divorce le lendemain. Plus tard, j'ai été informé par le mari d'un employé de l'agence qu'après qu'Adams ait été escorté hors du bâtiment, tout le monde a tourné le dos à ma future ex-femme. Elle est restée au sol pendant environ 30 minutes, pleurant inconsolablement. Éventuellement, elle s'est suffisamment ressaisie pour partir, bien que personne ne sache où elle se trouvait. Le lendemain, Chérie m'a enfin appelé, semblant bouleversée. Elle s'est enquise des enfants et de savoir s'ils étaient au courant de la situation. Je lui ai assuré qu'ils étaient en sécurité chez ma mère et qu'ils n'entendraient pas les détails de ma part. Elle m'a remercié pour ma discrétion et a demandé à récupérer quelques affaires, ce à quoi j'ai accepté, proposant de partir quelques heures. Elle a demandé à rester et à parler, mais j'ai refusé, ce qui a entraîné plus de larmes de sa part. Elle a plaidé pour ma compréhension, exprimant des remords et prétendant qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. J'ai ri de ses excuses, questionnant comment elle pouvait prétendre à l'innocence quand elle avait exprimé de l'amour et du désir pour son amant. Le comparant favorablement à moi, je l'ai accusé de m'avoir trahi avec ses mots à lui, disant que j'avais des enregistrements d'elle confessant ses sentiments. Malgré son déni, j'ai insisté sur le fait que ces mots étaient enregistrés et que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ce que je ressentais pour elle. Elle a professé son amour pour moi, prétendant qu'elle m'avait toujours aimé uniquement, et ne comprenait pas pourquoi elle avait dit ces choses à Greg. Elle a expliqué qu'elle l'avait fait pour flatter son ego parce qu'il se plaignait de sa femme. J'ai questionné son explication, soulignant qu'elle m'avait dénigré auprès de lui et avait fait l'amour avec lui pendant 6 mois. Elle a insisté qu'elle n'avait jamais voulu me blesser et ne pensait rien de tout cela. Quand je l'ai pressée pour une explication, elle a admis que cela semblait sale avec Greg et qu'elle sentait qu'elle devait être sale avec lui, le gardant séparé de ce qu'elle avait avec moi, qu'elle décrivait comme aimant et pur. J'ai exprimé mon incrédulité face à ses actions et l'ai traité de malade, admettant ma propre sottise de ne pas l'avoir vue plus tôt. Elle a supplié pour une chance de réparer les choses, insistant qu'elle m'aimait uniquement et m'appartenait. Elle a plaidé pour le pardon et a offert de venir à moi immédiatement, me suppliant de ne pas la quitter. Je lui ai informé que je ne l'aimais plus et que c'était elle qui m'avait quitté. J'ai condamné ses actions avec Greg au cours des 6 derniers mois, déclarant que son comportement prouvait qu'elle ne m'aimait pas. J'ai exprimé mon dégoût envers elle et attendais avec impatience son départ de ma vie. J'ai rejeté toute possibilité de réconciliation, exprimant mon mépris pour elle après ce qu'elle avait fait avec Greg. J'ai souligné que toute interaction future ne serait que pour le bien de nos enfants, qu'elle avait également endommagé. J'ai expliqué que bien que je veuille épargner la douleur à nos enfants, je n'avais aucune intention d'épargner à Chérie les conséquences de ses actions. Je voulais qu'elle ressente la même douleur qu'elle m'avait causée. Ainsi qu'à la femme de Greg. Quand elle m'a demandé pourquoi j'avais parlé de leur liaison à la femme de Greg, j'ai rétorqué que ce qu'elle et Greg avaient fait était injuste envers moi et nos enfants. J'ai justifié d'informer la femme de Greg en soulignant la destruction de ma famille, la trahison de nos vœux matrimoniaux, et le besoin que la femme de Greg sache la vérité. Chérie a exprimé son désir de se battre pour notre mariage, déclarant qu'elle ne voulait pas d'un divorce. J'ai répondu qu'il n'y avait plus rien pour quoi se battre et que je préférerais mourir que rester marié avec elle. Je l'ai accusée d'être délirante et hors de son esprit. Elle m'a exhorté à lire la pétition de divorce qu'elle m'avait fait parvenir, prétendant que si j'acceptais la garde conjointe pour nos enfants, je pourrais rester dans la maison et recevoir la moitié de nos biens. Cependant, elle a menacé de partager les vidéos de sa liaison si je n'acceptais pas ces conditions. Quand j'ai douté de sa volonté de mettre sa menace à exécution, elle a insisté qu'elle pouvait et le ferait par haine envers moi. Elle m'a supplié de signer les papiers de divorce, mais je suis resté ferme dans ma décision. À la fin, elle m'a imploré de signer les papiers, mais j'ai refusé, insistant pour qu'elle les signe à la place. Après avoir raccroché, Chérie a signé les papiers de divorce, et le divorce a été finalisé en 6 mois. Elle vit maintenant avec Shelby et Ryan dans notre ancienne maison, tandis que je réside dans un condo à proximité. Malgré le divorce, nous sommes restés dans le même district scolaire,
pour minimiser les perturbations pour les enfants. Bien qu'ils ressentent encore la douleur de la séparation, Shelby a révélé que leur mère a reconnu son erreur, acceptant que notre mariage ne pouvait pas surmonter cela. Cependant, nous avons rassuré les enfants que nous serions toujours là pour eux. Quant à ce que Sherry a dit à ses parents et à sa sœur au sujet de la rupture, je ne suis pas sûr. Mais ils communiquent encore avec moi, indiquant qu'elle n'a probablement pas rejeté toute la faute sur moi. Ma mère a perçu le divorce comme quelque chose que ni Sherry ni moi ne pouvions surmonter. J'ai eu l'occasion de récupérer l'enregistreur audio de la voiture de Sherry une dernière fois, capturant une conversation mémorable. Elle a appelé Greg et l'a remercié pour leur temps ensemble, exprimant son inquiétude quant à mes soupçons et suggérant qu'ils mettent leur liaison en pause temporairement. En arrivant chez elle, elle a découvert les pancartes et les photographies révélant ma connaissance de son infidélité, ce qui a conduit à sa panique et à la réalisation des conséquences. Elle a appelé Greg en détresse, l'informant que je savais tout de leur liaison et s'est effondrée en larmes. Cela fait plus d'1 an que nous avons traversé ces moments difficiles. Et peu à peu, je commence à remettre les choses en place. J'évite toujours les rencontres amoureuses et je continuerai probablement à le faire pendant un certain temps. L'idée de revivre ce que je viens de traverser me rend méfiant à l'idée de plonger dans une autre relation sérieuse. Shelby a mentionné que sa mère est sortie une fois, mais est rentrée en pleurs, et d'après ce qu'elle sait, n'a pas eu de rendez-vous depuis. Sherry a trouvé un emploi de réceptionniste dans une maison de retraite et a mis sa carrière immobilière en pause. Du moins pour l'instant. Je n'ai jamais découvert si elle reste en contact avec Greg Allen. Et franchement, je m'en fiche. Greg Allen et sa femme ont divorcé, et il a du mal à trouver un emploi. Bien que je n'ai pas partagé les vidéos de leurs rencontres intimes avec qui que ce soit, Sherry savait que je n'étais pas sympathique envers Greg. Il semble que de nombreuses entreprises soient réticentes à embaucher quelqu'un ayant la réputation de séduire des femmes mariées et de causer la dissolution de mariage. Bien que j'ai flouté le visage de Sherry dans les vidéos, j'ai conservé tout l'audio. J'ai récemment entendu que l'ex-femme de Greg sort avec un policier gentil, et cela semble sérieux. Tant mieux pour elle. En parlant de l'ancien employeur de Greg, pour éviter une mauvaise publicité. Ils m'ont offert un règlement généreux pour éviter un procès. J'ai accepté. En ce qui me concerne, ce chapitre est clos pour l'instant. Mon attention se porte uniquement sur mes enfants et leur avenir. Peut-être qu'un jour, mon propre avenir prendra également la priorité.